Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu, Canal 2 Info, où ce matin, nous allons parler bien évidemment de ces attentats suicides perpétrés par la secte islamiste et radicale Boko Haram simultanément au Tchad et au Cameroun. Nous parlerons de la présidentielle qui s'est donc déroulée hier du côté de la Guinée-Conakry et cette campagne qui bat son plein en Côte d'Ivoire, avec un autre candidat qui quitte cette course à la présidentielle du 25 octobre. Nous ferons aussi une déflexion du côté de la République centrafricaine où l'on annonce encore d'autres violences avec les ex-rebelles Séléka. Au Cameroun, nous allons nous appesantir sur ce réaménagement ou réajustement du gouvernement qui attend bien évidemment ce gouvernement d'être accueilli, reçu par le président de la République dans ce qu'il est appelé le traditionnel Conseil des ministres. Et nous parlerons aussi des organismes génétiques modifiés, OGM, avec Serge Bondier tout à l'heure. Déjà pour commencer, c'est avec Eline Piedjou. Bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Le 2 octobre dernier, le président Paul Biya procédait à un réajustement du gouvernement à travers un décret signé ce jour. Mais depuis pratiquement une semaine et demie, les ministres attendent bien évidemment d'être reçus dans ce qui est considéré comme le traditionnel Conseil des ministres. Alors, où en est-on exactement ? Louis Roger, vous l'avez si bien dit, le réaménagement du gouvernement a eu lieu le 2 octobre, vendredi. Nous sommes pratiquement le 12 octobre. Ça fait plus d'une semaine que les ministres, les nouveaux ministres attendent d'être reçus par le numéro 1 du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Jusqu'à ce moment, rien. On attend toujours. On se demande bien qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le chef de l'État n'est pas prêt à accueillir ces nouveaux ministres, puisqu'il y a urgence de donner les directives à chacun des ministres pour atteindre les objectifs de 2035. Pour le moment, personne n'a encore été reçu par le chef de l'État, excepté les anciens membres du gouvernement qui avaient déjà l'habitude de rencontrer le chef de l'État avec les feuilles de route qui avaient été données aux uns et aux autres. Mais maintenant, quand on parle de réaménagement, il est important que le chef de l'État puisse recevoir ces ministres-là pour de nouvelles directives en ce qui concerne les départements qui ont un nouveau ministre. Alors, il faut vraiment signaler que c'est le temps du président. Et généralement au Cameroun, on sait que le président Paul Biya ne voudrait pas être contraint par un calendrier dicté par la populace. Il a son temps et il fait ce qui lui convient. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre le temps du président ? C'est vrai qu'on est habitué au Cameroun à attendre le temps du président, mais il y a également urgence sur le terrain. Vous avez parlé à l'entame de cette émission des attaques perpétrées dans la région de l'extrême nord. On a parlé de l'enseignement, le système éducatif qui ne marche pas du tout au Cameroun. On parle des droits d'auteur, rien ne va. Il est important pour le chef de l'État de rencontrer ces ministres-là pour pouvoir donner à chacun de nouvelles directives. Si on veut faire le ratio, il faut rappeler qu'en 2009, le chef de l'État, Paul Biya, a convoqué le Conseil des ministres 3 jours seulement après le remaniement ministériel. Depuis octobre 2011, dernière présidentielle, le chef de l'État a tenu 3 conseils, notamment en décembre 2011, où il a demandé aux ministres d'élaborer chacun sa feuille de route pour les grandes réalisations. Vous le savez si bien, le 27 novembre 2012, il fallait évaluer ces feuilles de route-là. En décembre 2014, le célèbre conseil, Louis Roger, qui a duré 20 minutes et qui a fait l'objet de nombreuses interventions sur les plateaux de télévision. La presse a suffisamment relayé cela et pendant ces 20 minutes, un seul sujet était à l'ordre du jour, le plan triennal entre 2012 et
2014, on a eu des échéances électorales. On a eu les sénatoriales, les législatives, les municipales. Donc, du coup, on s'attendait à ce que les choses puissent bouger, ce qui fait donc qu'entre 2009 et 2015, Paul Biya a tenu 4 conseils de ministres. C'est peu, contrairement à nos voisins, puisqu'on copie toujours du côté de la France. Le chef de l'État rencontre les membres du gouvernement tous les mercredis pour faire le point sur l'évolution de l'actualité, sur ce qui se passe. Il serait peut-être important également au Cameroun, pas forcément rencontrer les membres du gouvernement tous les semaines, mais au moins qu'il y ait conseil des ministres pour être au parfum de l'évolution de tous les projets mis sur pied par le chef de l'État lui-même. Le Premier ministre, chef du gouvernement, est là pour rendre compte au président de la République, qui peut même pas recevoir, le président de la République peut même pas recevoir les ministres, peut-être pour leur donner également une leçon, peut-être se rendre compte que ce n'est pas encore le moment et qu'il faudrait travailler et attendre, bien évidemment. Nous avons encore mais lui, Roger, on nous. sait exactement comment ça se passe lorsque le Premier ministre rencontre les autres membres du gouvernement. Déjà, il n'y a pas cette cohésion-là entre le Premier ministre et certains membres du gouvernement. Ça pose déjà un problème. Donc, il faudrait peut-être repenser, puisque le chef de l'État, lui seul, maîtrise ses membres, peut-être avec un coup de poing ou les directives données de façon concrète, de façon directe à chaque membre du gouvernement, cela pourrait changer les choses. Et là, on laissera le Premier ministre gérer uniquement avec ses ministres, sans toutefois faire intervenir le chef de l'État. C'est peut-être la meilleure des solutions. Mais il est important que le chef de l'État soit toujours au parfum de ce qui se passe dans les différents ministères pour qu'on n'ait pas des situations assez difficiles, pour qu'on ait une bonne cohésion, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir avancer vers l'émergence qui est attendue à l'horizon 2035. Merci Lille Piéjou d'être passé. Merci à vous, Louis Roger. On se retrouvera certainement demain pour d'autres sujets. Demain pour d'autres sujets. Et tout de suite, sans transition, nous allons parler bien évidemment de ces organismes génétiquement modifiés qui pourraient booster ou alors apporter un plus pour ce qui est bien évidemment de notre agriculture. Et c'est avec vous, Serge Manger, bonjour. Bonjour Louis Roger Nadia, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être sur Canal 2 Info. On parlera forcément des organismes génétiquement modifiés, l'impact sur l'agriculture au Cameroun et même essayer de comprendre ce que les OGM viendront fondamentalement apporter dans le secteur agricole, même si quelques organisations ne sont pas véritablement engagées dans cette dynamique qui pourtant, l'État derrière cela, voit un avenir prometteur pour le secteur agricole dans notre pays, le Cameroun. Alors, un secteur agricole qu'il faudrait bien évidemment booster. Il faut que le Cameroun puisse atteindre son autosuffisance alimentaire, que ça ne devienne plus un simple slogan. Vous le dites si bien, pour que cela ne reste pas un simple slogan, en créant l'Institut de la recherche agricole pour le développement du Cameroun, les objectifs étaient clairs, de trouver des voies et moyens pour que notre secteur, sur le plan agricole, et même, pourquoi pas, d'autres secteurs assez importants, comme ceux de l'industrie, la médecine, l'agriculture et bien entendu l'agroalimentaire, ne soient pas forcément en baisse dans le cadre, bien sûr, de la production du gouvernement de la République. En participant donc, on a vu tout récemment dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, une rencontre qui avait pour thème principal un forum tout autour de la mise en place des OGM pour notre pays, le Cameroun. Il y avait beaucoup de ministres qui étaient présents de l'industrie, de l'agriculture, du plan rural, du commerce et bien d'autres qui sont venus apporter de la plus-value à cette plateforme d'expression et de concertation pour le gouvernement de la République qui marque un tournant décisif dans la vie de notre pays. Donc derrière cette signature, cette rencontre qui avait trait aux OGM, on a vu l'intervention et même la sortie de Bernard Djongan qui indiquait clairement non aux OGM dans notre pays, le Cameroun. Ils ont eu à remettre donc une pétition au ministre de la République qui était donc présent à cette occasion-là. L'objectif principal était de dire que les OGM sont un danger pour notre pays. Mais dans le cadre de cette réflexion, on se rend compte quand même que sur le marché national, il y a beaucoup de produits qui sont disponibles, qui viennent même de l'Occident, qui ont subi les influences des organismes génétiquement modifiés. À partir de cette mission-là, on comprend aisément qu'il y a une réelle volonté de pouvoir approvisionner le marché et de lutter contre les insuffisances sur le plan agricole qui se posent
le cas aujourd'hui pour le Cameroun, même si on passe par l'IRAD, pour indiquer clairement qu'on voudrait davantage apporter plus à l'agriculture du Cameroun. Les chercheurs sont véritablement ancrés dans cette dynamique et qu'on voit un peu d'ici quelques années, voir le déficit céréalier qui pourrait se poser, même si les OGM ne sont pas influencés par beaucoup d'intempéries, encore beaucoup d'éléments tels que les insectes qui ne peuvent pas apporter une influence dans le cadre de leur propension globale. Les pays européens veulent donc déporter leur technologie là-bas sur le plan bio pour pouvoir s'imposer au niveau de l'Afrique. C'est une plus-value pour les nations à travers le gouvernement qui met des stratégies en place. Mais est-ce que les OGM ont un impact direct sur la santé, sur la vie des populations locales, même si le ministre camerounais de la Santé publique, André Mamafouda, dit clairement que cela demeure un mystère. Et pourtant, il va falloir bien évidemment que l'on s'approprie ces organismes génétiquement modifiés pour essayer de booster notre agriculture. On va rester sur cette agriculture traditionnelle de subsistance. Alors, justement, restons dans cette agriculture de subsistance parce qu'on dit clairement que les OGM viennent donc réduire l'utilisation des pesticides à usage agricole et bien d'autres événements, d'autres faits qui sont attendus par les populations, mais seulement la mutation qui peut s'observer parce qu'ils subissent, la semence subit des modifications dans le cadre de sa mise en place et de son accompagnement global. Ça fait qu'au niveau de l'organisme humain, il peut avoir des modifications assez conséquentes qui sont observées. On l'a encore dit un instant, le ministre de la Santé publique n'a pas encore été clair sur l'impact global, mais c'est une forme qui peut atteindre plusieurs secteurs, dans le secteur de l'industrie, même des NTIC. Il y a des événements, des éléments là-bas qui sont des constituants assez clairs. Mais on veut avancer parce que le projet gouvernemental qui est mis en place pour le défi des OGM dans notre pays, le Cameroun, vise également une agriculture de seconde génération. Et donc il dit qu'il faudrait accompagner le petit paysan à travers des outils modernes. On ne va pas demander à la grand-mère, aux jeunes qui a choisi de rester au village, d'accompagner l'évolution agricole avec la daba ou encore la houe. Donc on suppose qu'il faudra lui apporter la technologie, la technique nécessaire pour essayer d'apporter quelque chose de manière particulière dans son développement agricole. On a besoin des tracteurs, on a besoin bien sûr de ces OGM dont on parle pour mieux améliorer donc cette croissance-là. Mais aujourd'hui, le secteur agricole dans notre pays connaît beaucoup de difficultés. Le cas par exemple de vieillissement du verger, le cas des routes qui sont presque inexistantes, le cas également de l'accompagnement de ces agriculteurs, les produits sur le marché, même vendus bon champ à moindre coût, mais qui sont surévalués à l'extérieur. C'est dit qu'il y a un travail de fond qui va être fait, du Roger, surtout dans l'intérêt du petit paysan qui voudrait quand même se voir considéré par le gouvernement à travers le travail qu'il fait. Le tout n'est pas d'apporter cette petite plus-value-là, mais de penser que ce paysan a besoin d'investir pour élever sa famille, élever ses enfants, pouvoir les envoyer à l'école, mais aussi pouvoir se soigner en temps opportun. Mais on regrette de manière assez ferme ce qui s'est déroulé tout récemment lors du comice agropastoral des Bolova dans la région du sud là-bas, avec des tracteurs qui avaient été abandonnés. Pourtant, dans quelques localités du Cameroun, pour ne pas parler du nord, de l'extrême nord, parce qu'on parle de l'atteinte même des projets qui sont développés par le Cameroun à travers le plan d'urgence triennal qui est tenu à cœur par le président de la République. On a besoin des tracteurs dans cette zone pour accompagner par exemple la culture des produits céréaliers. On a le maïs, on a également le mil, le sorgho entre autres. Mais si on n'a pas tout ça, est-ce qu'on est sûr à travers cette agriculture génération, est-ce qu'on pourra avoir un même son de cloche dans toutes les 10 régions du Cameroun? C'est par cette question qu'on peut quand même avoir d'autres perspectives pour accompagner l'agriculture, parce que le chef de l'État y tient, en envoyant d'ailleurs un ministre qui a une forte expérience, donc ici qui arrive dans ce secteur, et si Méménier a posé les jalons, il est question de suivre donc la ligne pour qu'on ne puisse pas être en retard dans le développement technologique. Merci Serge Bondier d'être passé donc ce matin. Merci. Et de nous parler de ces organismes génétiquement modifiés et de leur apport pour ce qui est, n'est-ce pas, du développement de notre agriculture. Merci bien de m'avoir reçu. On espère être là encore demain avec d'autres sujets sur le plan économique très importants qui marquent la croissance et le développement de l'Afrique. Il n'y a pas que le Cameroun, il y a tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers la sous-région et même au-delà des frontières de la sous-région Afrique centrale. Merci Serge Bondier. Alors Elie Schmidt, bonjour. Bonjour. Alors tout à l'heure Serge Bondier parlait de ces organismes génétiquement modifiés qui pourraient apporter une plus-value à notre agriculture. Est-ce que c'est la voie obligée ou il faudrait d'abord donner des terres cultivables aux gens qui veulent véritablement s'en servir, mettre des tracteurs, des engins pour permettre à ce que ces personnes-là intensifient leur agriculture? Il faudrait mettre l'accent sur ces organismes génétiquement modifiés.
Je pense que on peut utiliser les deux sont importants, hein, mais les OGM aussi sont très importants, contrairement à ceux qui pensent que ça va détruire. Je crois que Serge l'a dit tout à l'heure, il y a des zones aujourd'hui, peut-être pour améliorer les semences, il y a des zones aujourd'hui que si on n'utilise pas les OGM, on ne peut pas réussir dans notre... Je sais aussi que ça a aussi les conséquences négatives, mais on n'a pas encore prouvé ou démontré cet aspect négatif des OGM. Mais en termes de croissance, la population mondiale va augmenter, donc il faudra quand même quelque chose pour aider à nourrir le monde entier et les OGM sont importants. Donc pour vous, c'est une très bonne politique d'utiliser ces organismes génétiquement modifiés qui sont décriés par certains. Vous avez tout à l'heure la réticence du ministre camerounais en charge de la santé publique qui n'a pas encore dit son dernier mot s'agissant de l'usage de cette technique culturelle. C'est vrai, mais déjà avec les alliances, je crois que Serge, là, quand on le dit, je vais revenir, je m'en réfère toujours à Serge, avec le partenariat économique que l'Afrique, le Cameroun a avec l'Union européenne et les États-Unis, c'est déjà des zones qui utilisent les OGM, donc bien sûr que ici le ministère des Affaires de la Santé n'a pas encore fait des recherches, mais dans les autres pays, on en a fait des recherches, on n'a pas encore prouvé que les OGM sont dangereux pour la consommation humaine. Au contraire, ça aide à augmenter la productivité agricole des pays qui utilisent. Merci Élise Pitt. Dans quelques instants, nous allons ouvrir notre page spéciale consacrée à la présidentielle avant de développer d'autres sujets d'actualité comme cet attentat suicide attribué à la secte islamiste et radicale Boko Haram au Tchad et au Cameroun. Nous en parlerons tout à l'heure. Et dans un tout petit instant, je vous retrouve dans une poignée de secondes pour cette page spéciale consacrée à la présidentielle. Retour sur le plateau de la matinale de l'information sur Canal 2 Info, votre télévision préférée pour ce qui est du traitement de l'actualité nationale comme internationale. Alors, Élise Smith, je voudrais qu'on reparle rapidement de cette présidentielle qui, avec bien évidemment ces 6 millions de Guinéens qui sont rendus donc aux urnes du côté de la Guinée-Conakry pour choisir entre le président Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et bien d'autres qui sera le futur président de cette République. Contrairement à nos commentaires sur ce plateau, il y a eu plus de peur que de mal. Exactement, les Guinéens nous ont surpris tous et moi en particulier parce qu'il y a eu un spectacle désolation qui a commencé par des violences entre partis politiques et intertribales, mais à la fin, hier, tout était calme. Donc ça montre qu'ils sont conscients, ils ont vu l'importance d'aller voter dans la paix et puis attendre les résultats avant. Et nous savions tous que peut-être ça serait un remake de la première élection qui a eu lieu là-bas. Alors, Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Loger, bonjour à Smith et à nos téléspectateurs. Alors, vous pensez peut-être qu'après le calme, c'est la tempête? On va pas le dire. Les élections sont contestées. Non, on ne va pas le dire ainsi. Hein. On va pas le dire ainsi. Vous savez, ces élections-là, ces questions-là peuvent souvent basculer suite à un petit détail. Pour l'instant, il y a quand même une ferveur. On a vu les Guinéens en masse. On n'a pas la certitude que tous les 6 millions d'inscrits sur le fichier ont effectivement voté. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ce soit à Conakry, la capitale, que dans l'arrière-pays, avec cette particularité de la zone de l'extrême sud-est, hein, n'est-ce pas, la Guinée forestière, qui est le fief de Dadis Camara, où on avait enregistré d'ailleurs l'incident qui a valu la mort d'un Guinéen de ce côté-là. On a vu quand même que les Guinéens sont sortis en masse, de toute obédience, de tout genre, femmes, hommes. C'était quand même impressionnant. Et ce qu'on peut dire, c'est que tout va dépendre des résultats, de la célérité et de la crédibilité qu'on va mettre autour du dépouillement, qui a d'ailleurs commencé hier, malgré quelques couacs d'électricité dans les différentes localités. Mais les Guinéens et le dépouillement s'est déroulé. Donc on va attendre les jours qui vont suivre pour déjà déterminer s'il y aura un deuxième tour. Et ensuite, si les différents partis vont finalement accepter le résultat qui sera donné.
C'est vrai qu'on a eu déjà un son de cloche dissonant de Sidia Touré, mais dans l'ensemble, c'est dans la calmie que les Guinéens sont allés aux élections. Tout aussi surprenant parce qu'on avait commencé à craindre au regard de ce qui s'est passé à Zérékoré que finalement cette tension ethnique dont parlait Smith tout à l'heure pouvait prendre le dessus et le pas dans l'enjeu et finalement ramener la Guinée-Conakry à ses vieux demons, n'est-ce pas, de l'opposition ethnique. Donc c'est plutôt bien. On attend les premiers résultats et puis on va voir si le processus va continuer au-delà du premier résultat, ce qui va falloir certainement observer. Et il faudra donc que tous les acteurs se mettent d'accord pour ne pas revirer vers les tensions. Alors, Elie Smith, il y a quand même quelque chose d'assez remarquable, c'est que les observateurs de la communauté internationale, de la CEDEAO, de l'Union africaine, tous ces observateurs-là sont unanimes à reconnaître quand même que les élections se sont très bien déroulées. On n'a pas entendu ça et là parler d'encre indélébile qui n'était pas vraiment indélébile. On n'a pas parlé peut-être des électeurs qui n'ont pas vu leur nom sur les listes qui étaient affichées devant les bureaux de vote. Alors, on a comme impression que vraiment, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est quand même déjà un très bon exemple pour ce qui est de la tenue de ces élections. Oui, c'est déjà un bon exemple parce que, vu le début, ne présentait pas quelque chose, la suite ne devait pas être bien. Et puis quand c'est dans l'unanimité que les observateurs internationaux donnent un bilan positif, c'est bien parce que dans la communauté des observateurs des élections, vous avez souvent deux camps, vous avez souvent des Occidentaux qui ont souvent leur point de vue et puis les Africains. Mais quand on voit que dans l'ensemble, on dit que tout s'est bien passé, c'est encourageant. Et puis aussi, ça aide aussi à stabiliser les tensions internes. Parce que les autres gens peuvent profiter, parce que, disons, l'Union européenne a dit ceci ou l'Union africaine a dit ceci, pour contester les résultats. Mais le problème est qu'il faudra qu'on attende quand les résultats vont sortir, comment vont réagir les différents candidats aux élections là-bas. C'est ça que, et moi, je pense, à moins que Sidia Touré nous surprenne, je pense qu'on aura encore le cas de Alpha Condé, parce que quel qu'en soit le cas, en termes d'économie, il a fait quand même des avancées là-bas en Guinée. Je crois qu'il y aura Alpha Condé au premier tour, et puis Céline Dalen comme deuxième, et puis celui, le faiseur du roi, serait M. Sidia Touré. On verra ce qui va se passer au second tour. Voilà. Alors, Patrick Christian Dobor, parlons à présent de la Côte d'Ivoire, et qui est entré en campagne le 9 octobre dernier, mais déjà 2 désistements. Ben écoutez, quand vous parlez certainement enfin avec Camara ici, et vous avez l'impression qu'on pouvait s'y attendre, la suspension qui finalement est devenue définitive. Mais vous savez, dans un système comme celui de la Côte d'Ivoire, il y a encore des petites frustrations, mais il y a surtout que quelques-uns, même s'ils ne le disent pas, se rendent compte qu'ils n'ont peut-être pas la machine de guerre et la machine de frappe d'Alassane Dramane Ouattara. Et que dans un démembrement de cette campagne électorale, peut-être que ce sera de l'énergie perdue. Bon, ça c'est un discours qu'on tient peut-être officieusement, mais il y a des raisons quand on évoque l'absence de dialogue, comme c'est le cas avec Camara ici, ainsi de suite. Donc il faut se rendre compte qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la campagne est lancée, c'est vrai, mais il me semble que tous les acteurs qui sont investis dans cette campagne doivent au fond d'eux-mêmes reconnaître que c'est une campagne pour accompagner le président Alassane Dramane Ouattara. Donc le jeu politique est crédibilisé par la participation des autres candidats. C'est vrai, il y en a 2 qui ont désisté, mais on a des figures comme Charles Kolambani qui va représenter le CNC. On a Pascal Affi-N'Guessan qui a lancé sa campagne en trompe, même si c'est pour un FPI divisé, mais on voit quand même que le lancement de la campagne de Pascal Affi-N'Guessan a mobilisé. Donc, il va sans dire que la Côte d'Ivoire passe, c'est vrai, une période sensible qui va déterminer finalement la consolidation de cette paix qu'on cherche toujours en Côte d'Ivoire, mais certains candidats, dans leur fond, savent effectivement que il sera bien difficile de faire griller ou bien de gripper la machine Ouattara qui est en marche. Alors, l'ancien ministre de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui à travers un tweet annonce qu'à travers les réseaux sociaux qu'il se retire de la course à cette présidentielle, c'est quand même un signe assez évocateur du fait que
les leaders de l'opposition ne s'entendent pas véritablement. Et nous parlons déjà ici sur ce plateau qu'il y a encore des surprises qui arrivent. Voilà dans une autre surprise. Exactement, une surprise. Je pense que les opposants ou les gens de l'opposition doivent savoir qu'en Afrique, et comme par ailleurs, celui qui est le candidat au pouvoir a un avantage. Et puis de l'autre côté, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire en particulier, Alassane Dramane Ouattara a beaucoup fait en termes de développement économique au sens macroéconomique. Je pense quand vous regardez même un peu les prévisions du FMI l'année prochaine, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya seront l'un des grands pays qui vont avoir une croissance à environ 5%, donc c'est quelque chose. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je ne vois pas. Les gens comme les Amara ici, bon, pour moi, ce n'est pas un poids lourd. Hein. Moi, je pense que s'ils voudraient peut-être peser, il fallait qu'ils aient l'honnêteté et le courage de s'unir. Ça, ils ne l'ont pas fait. Et je suis seulement comme pour Mamadou Koulibaly. Est-ce que Mamadou Koulibaly avait la force ou la capacité de nuire à Alassane Ouattara pendant ces élections? J'en doute. C'est sûr que pendant les règnes de Gbagbo, c'était l'un des dieux du pouvoir à l'époque, mais il n'a plus la même capacité aujourd'hui. Si les opposants de la Côte d'Ivoire voulaient vraiment avoir un choc, peut-être être les vrais challengers à Alassane Dramane Ouattara, il fallait qu'ils aient le courage et l'humilité de s'unir et de choisir peut-être un candidat pour les représenter. Alors, lorsqu'il dit qu'il s'insurge contre le scrutin déjà truqué, Patrick Christian, d'abord, c'est comme il s'avoue déjà vaincu avant même d'affronter son principal challenger. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, lui, Roger. On a l'impression que finalement, c'est un sentiment qui a fini par se dévoiler, cet aveu de faiblesse qui était déjà perçu dans les germes de l'expression d'un certain nombre de candidats de l'opposition. Mais ce qui est regrettable, on l'a peut-être dit au moment où cette campagne se lance du côté de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a l'impression que ceux qui ambitionnaient finalement de se saisir du fauteuil présidentiel posent les problèmes de type fondamental, n'est-ce pas, au moment où l'avion a déjà pris sa vitesse de croisière, atteint son altitude. C'est des questions qui sont posées à 14 jours de l'élection, qui auraient pu être posées il y a, ma foi, 1 an. Et ça pose même le problème de la sincérité de ces leaders-là. Parce qu'on ne peut pas attendre 2 semaines avant une élection présidentielle pour laquelle on se prépare, si on est sérieux depuis longtemps, pour faire des exigences de ce niveau-là, et puis penser que finalement, de l'autre côté, le parti au pouvoir qui tient on va dire son programme va vous céder finalement comme ça, ou bien céder à ce que je pourrais appeler vos caprices. Il y a peut-être des questions fondamentales et essentielles dans ces revendications, mais quand on regarde le timing de ces revendications, on se pose vraiment la question de savoir si ces leaders sont sérieux et avaient véritablement l'envie de participer jusqu'au bout à cette élection-là. Alors, je voudrais quand même remarquer, c'est Serge Espoir Matomba qui nous faisait déjà observer sur le plateau, que lorsqu'on n'est pas d'accord avec les règles du jeu, il ne faut pas vous engager en compétition. Et on a l'impression que beaucoup de leaders africains attendent toujours la dernière minute pour relever, pour le déplorer, un aspect qu'ils auraient dû le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas amener les Africains à choisir même déjà leur candidat en fonction de leur façon d'analyser les choses, bien avant, pas d'attendre la dernière minute pour dire je ne suis pas d'accord du processus électoral, je ne suis pas d'accord du fichier, etc. Il faudrait accepter les règles du jeu telles qu'elles sont édictées et se lancer en compétition. Exactement, c'est ce que les Africains doivent faire. Je crois que Serge Matomba a raison. On a vu partout, tu vas au Congo, à King, partout, il y a tous les problèmes. Quand vous ne voulez pas, c'est un Ivoirien qui l'avait écrit dans À la n'est pas oublié, il s'appelle Aladji Kourouma. Quand on refuse, on dit non. Vous ne pouvez pas accompagner dans un processus. Dès le début, vous acceptez. Et puis, à la dernière minute, c'est un peu, ça démontre souvent la malhonnêteté de beaucoup de nos politiciens et puis le manque de courage. Il faut avoir une manière didactique à expliquer à tes électeurs. Parce que beaucoup de gens se disent que, bon, qu'est-ce que je vais expliquer à mes militants? Il faut dire à tes militants dès le début que voilà pourquoi je ne veux pas aller. Il y a d'autres qui seront fâchés, mais ils vont comprendre si vous prenez le temps pour les expliquer. Et de l'autre côté, même au gouvernement, les gens qui sont en place, qui sont en train de diriger, quand ils voient qu'en face, c'est un être humain,
il y a un peu du désordre, lui, il fonce. Mais s'il découvre qu'en face, les gens sont sérieux, organisés, il a aussi, pour sa propre crédibilité, à se dire que je veux essayer de dialoguer avec eux ou j'essaie de créer une division à leur sein. Moi, je pense qu'on peut toujours prendre un exemple. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que Alassane Dramane Ouattara est fort économiquement, politiquement. Il est en plus au pouvoir. Ce que vous deviez faire, c'est vous organiser en disant que, bon, c'est lui, Roger, qui est le meilleur parmi nous, quel qu'en soit le cas. On le met devant. Nous avons vu le cas, par exemple, au Nigeria, en 2011, quand le parti actuel qui est au gouvernement, quand ils ont perdu, ils ont dit non, si on continue comme ça face au parti au pouvoir, on ne peut pas les gagner. Un, nous exigeons d'avoir les fichiers électoraux biométriques. Et puis, le vote doit être biométrique. Ça, c'était la première phase qu'ils ont dit. Ils ont dit, en dehors de ça, nous allons choisir un candidat. Et le candidat que nous pensons qui est mieux parmi nous tous, c'est Buhari. Ce n'est pas que Buhari est éloquent, ce n'est pas que Buhari est intellectuellement solide que les autres, mais ils ont vu que en regardant proportionnellement en chacun, nous croyons que c'est Buhari qui est meilleur parmi nous. Allez, nous allons le soutenir et nous avons vu le résultat. Donc c'est une leçon que d'autres pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, ils doivent apprendre au lieu de se plaindre. Parce que souvent même on ne fraude même pas. Parce que si vous êtes 20 face à 1, il y a une éparpillage de vote et puis lui va gagner. Ça, c'est vrai. Alors, Patrick, Christian Dobo, la Côte d'Ivoire qui nous réserve un jour de surprise, c'est qu'il voudrait dire peut-être qu'avant qu'on atteigne, avant le 24 octobre au soir, il y aura peut-être même plus de candidats déclarés à cette présidentielle pour ce qui est donc de l'opposition. Alors, Louis Roger, vous vous souvenez que lorsque nous abordions cette question de l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire, bien avant même, n'est-ce pas, l'entame de cette campagne électorale, nous disions ici que tout le remue-ménage qui va se vivre autour de cette campagne jusqu'à cette présidentielle, c'est une orchestration qui finalement profite au parti de Alassane Dramane Ouattara, qui crédibilise le processus et qui finalement ne peut que permettre à l'équipe d'Alassane Dramane Ouattara de dévoiler et de présenter, n'est-ce pas, à la face du monde, la vitalité de la démocratie du côté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à l'intérêt du parti au pouvoir qui, lui, s'est bien préparé. Depuis que Ouattara a été élu, on se rend bien compte qu'il avait le regard rivé vers cette élection parce que pour lui, il est conscient que cette élection est capitale pour consolider cette paix. Cette paix qui a quand même vacillé après la crise post-électorale de 2010. Donc, tous les regards étaient rivés. Et quand vous regardez la démarche de Ouattara sur le plan des progressions, des réalisations économiques, c'était pour pouvoir avoir un bilan qu'il va servir aux Ivoiriens pendant ces 2 semaines de campagne. Tout ce que Ouattara a fait depuis qu'il est accédé au pouvoir, c'était de capitaliser un certain nombre d'éléments économiques qu'il va servir aujourd'hui aux Ivoiriens en leur tenant le discours de savoir que je veux continuer à consolider, nous avons besoin de paix et j'ai besoin de votre confiance renouvelée. Voilà en quelques mots résumer la campagne de Ouattara autour de ce processus. Maintenant, les opposants ont fait quoi? Ils se sont opposés dans le silence, ils se sont divisés au sein du FPI, le PDCI, le parti traditionnel lui-même, a des alliés avec Ouattara, du côté d'Henri Konan Bédié, de l'autre côté, Konan Bani, ça n'est pas ça, ainsi de suite, c'est la division au PDCI traditionnel. Et puis vous allez vous rendre compte que même les candidats indépendants, on a même l'impression que quelques-uns jouent le jeu de Ouattara. Donc finalement, c'est beaucoup plus pour animer le jeu et la scène politique ivoirienne, sans faire insulte, n'est-ce pas, aux leaders politiques ivoiriens. Mais malheureusement, quand on regarde les différentes stratégies, on a du mal à se retrouver. Et puis on se dit, voilà, on attend vraisemblablement que l'élection ait lieu et puis qu'on nous déclare que Ouattara est vainqueur. Nous allons sortir de cette page consacrée à la présidentielle, puisque du côté de la République centrafricaine, rien n'est encore défini pour ce qui est de la date exacte de la tenue de ces élections générales qui sont annoncées, le référendum constitutionnel, les législatives et la présidentielle. On attend encore, bien évidemment, que l'autorité de transition se décide et rende officiel ces quelques dates. Mais on annonce également ces ex-CDK qui reviennent en force, qui ont d'ailleurs tenté de reprendre la route qui mène vers Bangui, la capitale, certainement
parce qu'ils ne sont pas du tout contents, entre guillemets. Alors, comment expliquez-vous sur ce plateau ce matin cet autre regain de l'ex du groupe ex-Seleka, surtout lorsqu'on sent que derrière, il y aurait un certain Michel Djotodia? Oui, je pense que le problème de la République centrafricaine, j'ai suivi, il y avait une émission ici dimanche, on parlait de ce problème centrafricain, c'est le début qui n'a pas été toujours bien organisé. Rappelez-vous, il y a eu en Centrafrique un dialogue inclusif en décembre 2008. C'était piloté par Feu Omar Bongo. Après, je crois en 2010, il y en a encore eu un autre organisé par Bozizé. Mais dans tous ces deux dialogues centrafricains qui ont été créés, il y avait une nécessité de la communauté internationale, en particulier de la sous-région de l'Afrique centrale, la CEMAC, de les accompagner financièrement dans ce qu'on appelle le programme DDR. Ça n'a jamais été fait. Rappelez-vous, si aujourd'hui nous sommes en train de voir les problèmes de la Seleka, beaucoup de forces ou beaucoup de militaires de la Seleka qui sont même cantonnés déjà à Bangui se plaignaient depuis, parce que d'abord, le ravitaillement en termes de vivres, il n'y en a pas. Maintenant, le processus de désarmement, ça ne suit pas. Donc, tant que ce processus n'est pas suivi, il ne faudra pas que la communauté internationale, on commence à croire que les gens de la République centrafricaine sont des bandes irresponsables. Non. Quelqu'un qui a toujours vécu avec son Kalachnikov comme gagne-pain, pour qu'il n'ait plus ce Kalachnikov, donne-lui son pain. Donc, moi, je crois que, premièrement, avant d'attendre et de se plaindre de la communauté internationale, il faut que nous-mêmes, les gens de l'Afrique centrale, de la CEMAC, nous devions être sérieux et essayer de respecter nos paroles. Les engagements pris doivent être respectés. Alors, affrontement entre les forces internationales et ce groupe de l'ex-Seleka, ça veut dire qu'on est très loin d'être sorti l'auberge pour ce qui est de la République centrafricaine. Oui, Louis Roger, on est vraiment loin d'être sorti de l'auberge. Et puis, il faut surtout se rappeler, on l'a déjà évoqué ici, Smith le rappelait encore, ce sempiternel problème, n'est-ce pas, du désarmement. On ne peut pas envisager une quelconque sortie de crise en République centrafricaine s'il y a toujours des groupuscules qui sont en possession d'armes. Malheureusement, c'est le cas. Ces fractions-là ne sortent pas finalement des terres. C'est des fractions qui sont là, existées, connues, qui ont en leur possession des armes et qui ont la culture, n'est-ce pas, de la guerre, la culture de l'utilisation de ces armes pour exister. Parce qu'à un certain niveau, on a l'impression même que c'est une nécessité vitale pour ces bandes armées-là. Alors, ce qui est regrettable, c'est que Smith évoquait tout à l'heure l'obligation pour les pays de la sous-région d'être sincères. Mais moi, je pose la question avec beaucoup de profondeur. Est-ce qu'ils sont vraiment sincères? Quand on voit parfois les positions du Tchad sur la République centrafricaine, quand on voit que finalement le Cameroun lui-même englué dans ses problèmes de sécurité ne peut pas se permettre de s'immiscer de manière incontrôlée, n'est-ce pas, dans la gestion de la crise centrafricaine. Il y a déjà un contingent camerounais dans la force d'abord sous-régionale africaine qui est devenue maintenant la MINUSCA. Donc il y a que, quand on regarde ça, on se pose vraiment beaucoup de questions autour de la sincérité et de la gestion collégiale de cette situation par les pays de la sous-région. Et quand il faut ajouter à ça les manipulations qui viennent de quelques pays occidentaux sous forme de dessins inavoués, on va se dire que la RCA est dans de sales drames malheureusement, parce que ces contingents, figurez-vous cet affrontement qu'il y a eu à Sibut, il y a 24 heures, et qui pose quand même un sérieux problème de la capacité d'une bande armée qu'on sait localiser à se déplacer sous forme de colonne avec l'intention de foncer vers la capitale. Alors qu'on a une mission onusienne qui est présente, française qui est présente. Mais pourquoi, on va dire, jouer avec le diable et laisser le feu à proximité tel que cela? 180 km de Bangui, ça n'est pas loin ça, d'avoir une colonne qui peut menacer et qui peut mettre en branle et en fuite les populations, comme on le voit là. Ça veut dire qu'il y a un problème et que finalement on a envie de croire que la mission onusienne et même le détachement français là-bas, c'est un gâchis. Parce que quand on regarde ce que ça coûte finalement en termes de budget pour entretenir cette troupe, on se demande pourquoi donc, si après un an on est au statu quo, c'est véritablement un gâchis. Voilà. Alors, on parle de gâchis et de statu quo.
C'est également ce qu'on peut dire pour ce qui est bien évidemment de la mise en place de cette force opérationnelle multinationale mixte qui devrait définitivement pour pousser dans ces derniers retranchements la secte islamiste et radicale Boko Haram, pour ce qui est donc des pays membres du bassin du lac Tchad avec le Bénin. Mais on se rend compte que du week-end, il y a encore eu des attentats suicides enregistrés dans la partie septentrionale du Cameroun et au Tchad, avec 41 morts au Tchad, 16 morts au Cameroun, c'est une cinquantaine de morts. Et pourtant, il y a une force multinationale qui devait être opérationnelle pour essayer de gérer cette menace Boko Haram. Alors pour vous, ce sont des signaux qui voudraient amener cette force multinationale à véritablement se mettre en branle. Alors comment analysez-vous ces attentats perpétrés ce week-end? Non, mon analyse est simple. Vous savez, en termes de guerre de positionnement, les forces nigériennes, camerounaises, tchadiennes ont vaincu Boko Haram. Mais il faut savoir que dans la Ouma, donc dans l'organisation de Boko Haram, bien sûr que Aboubakar Chakao, c'est celui qu'on présente, il n'est plus en contrôle. Le nouveau chef de Boko Haram s'appelle un Badawi, un Camerounais, qui a été en Afghanistan, il a été en Algérie, en Libye, c'est même lui qui a fait une évolution de Boko Haram qui est devenu le Al-Wilaya de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je sais que beaucoup de Camerounais ne veulent pas qu'on appelle ça, mais c'est la réalité. Et le nouveau homme fort de Boko Haram, c'est quelqu'un qui est bon dans la guerre, ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Et donc, ça ne veut pas là dire que si la guerre de positionnement a échoué, c'est tout à fait normal qu'on commence un nouveau front qui est une guerre asymétrique. Donc, ça veut dire commencer à mettre les bombes dans les villes, dans des quartiers, et comme ils sont en train de faire. Ça demande donc maintenant, quel qu'en soit, même si on met 10 000 hommes sur le terrain, même 100 000 hommes sur le terrain, qui sont entraînés pour une guerre de positionnement, on ne peut pas gagner. C'est de revoir notre stratégie. La stratégie à revoir, c'est quoi? C'est dans le renseignement, de voir que quand il y a un certain combat comme ça, quand il y a une mutation dans de l'ennemi, vous devez aussi vous muter et vous adapter dans cette forme. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème de stagnation. Déjà, le Nigeria s'est plaigné souvent de problèmes de manque de renseignement ou de manque de coopération de la part du Cameroun. Ça, c'est fait. Dernièrement, il y a les troupes camerounaises qui sont parties combattre au Nigeria et les Nigérians qui viennent combattre au Cameroun. Il y a ce changement d'information, ça s'opère. Et je veux vous dire, beaucoup de gens croient que ça ne marche pas, ça marche. La preuve est que même l'axe routier qui passe de Bangui, qui va jusqu'à N'Djamena, je crois que bientôt c'est déjà opérationnel parce que le Nigeria, dans tous ces pays, c'est le pays important en termes d'économie formelle et informelle. Donc, sur cette base-là, ça marche. Mais là où les pays doivent travailler, le Cameroun en particulier doit travailler, c'est sur le secteur de la récolte de l'information, s'adapter à la nouvelle donne que Boko Haram est en train de nous poser. Alors, Patrick Christian, il faut quand même signaler que le Cameroun s'y adapte déjà et que c'est grâce au signalement des populations qu'on a un peu détecté ces kamikazes et que si l'une des n'a pas fait exploser sa charge, on a quand même réussi, le bâton d'intervention rapide a quand même réussi à maîtriser ces fillettes. Mais au-delà de ce renseignement qui porte ses fruits, de ces signalements qui portent les fruits, il y a quand même que cette force opérationnelle mixte qui a quand même plus de 2450 soldats n'arrive pas encore à montrer des couleurs. Bon, on peut pas dire, lui, Roger, qu'elle n'arrive pas à montrer des couleurs. Parce qu'il faut quand même reconnaître que Boko Haram a subi de grosses pertes depuis l'entrée effective, n'est-ce pas, sur le champ de bataille de cette force mutualisée. Autant dans la partie nigériane, la proximité avec le Tchad que le Cameroun. Il y a d'ailleurs de vastes territoires, des espaces qui étaient considérés comme des fiefs de Boko Haram, qui ont été perdus par la secte islamiste. Donc sur le plan militaire et conventionnel, c'est clair que Boko Haram a reçu de gros coups. Maintenant, je voudrais quand même lier et louer, il faut dire, cette collaboration des populations. On l'a ressenti beaucoup dans la partie camerounaise, où la création de ces comités de vigilance, la prise en compte, parce que les populations, il me semble, sont peut-être les premières engagées aujourd'hui
dans ce combat. Parce qu'elles se sont rendues compte qu'à ne rien faire, elles allaient mourir. Autant mieux mourir en ayant fait quelque chose, si le cas devrait arriver. Et c'est ce que vous avez relevé dans ces attentats déjoués. On a eu le policier Laïdi, je pense, du côté de Marois, qui a évité un carnage du côté de Marois. On a eu ces comités de vigilance. Donc, les populations sont entrées en première ligne du renseignement, bien évidemment avec la collaboration des autorités administratives et sécuritaires. Et deuxièmement, je voudrais aussi relever qu'il y a quand même des messages à relever dans cette stratégie, cette mutation de Boko Haram sur le plan de la stratégie de guerre. D'abord, premièrement, il faut lancer un signal parce que quand vous voyez toutes les tentatives qui ont été faites par Boko Haram ces jours-ci, c'est à la proximité de Mora. Quand on sait que Mora abrite le premier secteur, n'est-ce pas, de cette force multinationale, c'est comme une espèce de défiance que Boko Haram voudrait envoyer à ses forces. Et malheureusement, jusqu'ici, les islamistes butent à cette collaboration qui existe entre les militaires et les populations. Parce que s'il n'y avait pas cette collaboration, je peux vous garantir qu'on aurait eu des carnages avec plus de morts et de victimes que ce qu'on a déjà là. Donc, vous voyez toutes les tentatives, on a des partisans de Boko Haram qui rampent dans les airs pour contourner, ainsi de suite, mais qui sont toujours aperçus par les populations et qui déclenchent en faisant moins de dégâts qu'on aurait eu s'il n'y avait pas cette vigilance des populations. Donc, il y a cette tentative de défiance de Boko Haram, mais il y a également la vigilance des populations. Deuxièmement, il est question pour Boko Haram, constatant que, on va dire, le rapport de force avec les forces conventionnelles n'est plus d'actualité, de replier, comme le disait Smith, dans cette mutation, n'est-ce pas, de la confrontation en guerre asymétrique. Mais, surtout pour Boko Haram, il est question de donner un signal fort à l'État islamique à qui Boko Haram a fait allégeance. Il faut que Boko Haram prouve à l'État islamique qu'il continue de vivre, qu'il continue d'exister pour espérer donc le soutien en capitaux, en moyens, en financement et en d'autres explosifs qui viendraient de l'État islamique. Donc il y a cet enjeu-là, défier les forces multinationales stationnées dans la région, mais aussi donner des gages et des signaux à l'État islamique que nous sommes toujours présents, nous existons, nous avons une capacité de nuisance qui demande simplement à être soutenue. Voilà. Merci, monsieur, d'être passé ce matin pour apporter ces compléments d'information à l'actualité. C'est donc ici que nous mettons terme à cette toute première édition de la matinale de la semaine. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.